Welcome to your meeting with ICM. The interpretation button should appear at the bottom of your screen, next to the Share Screen button. By clicking on the interpretation button, you can choose the language you would like to hear. The interpretation button will then transform this meeting into the selected language. To change the language you would like to hear again, follow the previous procedure by clicking on that same button. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. If you would like to mute or unmute the original audio, click on the corresponding option within the language button. Enjoy your meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Comme la réunion propose une interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Bonjour à tous, bienvenue et vraiment merci d'être avec nous ce matin, cet après-midi, ce soir en fonction de là où vous vous situez. Au nom de AMI, l'Alliance pour améliorer la formation des sages-femmes, nous vous souhaitons la bienvenue à ce 7e et dernier webinaire de cette série, je suis tellement triste de le dire, au cours duquel nous avons exploré les 7 étapes de l'OMS pour renforcer la qualité de la formation des sages-femmes. Je m'appelle Emma Ryan et je suis ici pour cette dernière session. Normalement, je suis avec Felicity Copeland, mais elle est malade aujourd'hui, donc elle n'a pas pu se joindre à nous. Et nous sommes ici avec des personnes incroyables. Tout d'abord, merci à Bruna Bumbato qui est au Brésil, qui travaille pour l'ICM, qui a fait un travail excellent pour ces 7 webinaires. Chisa Tomasiula du siège de l'UNFPA. Et merci à Céleste Herbot pour sa conception et son soutien en matière de médias. Et je voulais vraiment remercier spécialement nos interprètes qui travaillent d'arrache-pied. Je vais les nommer aujourd'hui parce qu'ils ont été incroyables. Ils se sont levés à des heures incroyables. Ils étaient là à chaque fois pour nous soutenir en français, en espagnol et en arabe. Nous avons Abdel Cast, Eric Forero et Constance Crétier. Merci d'être venus et d'avoir permis à tout le monde de nous entendre dans sa propre langue. Aujourd'hui, nous avons une séance très chargée. Donc, nous avons une session très chargée, mais pour résumer notre dernière séance, l'étape 6, qui concernait l'éducation des étudiants et modérée par Anna Ubas. C'était une discussion très intéressante avec Bart de Zambie. Je suis sûre que vous en souvenez tous. Nous avons parlé des difficultés d'être étudiant et il a souligné l'importance de donner la parole aux étudiants et de créer des opportunités pour eux parce que cela leur donne confiance dans l'exploration. Enfin, il leur faut de la confiance pour explorer les éventails de parcours de carrière. Nous avons également entendu Asmita Arkania de l'ERUDA qui nous a rappelé les principes de l'éducation basée sur les compétences et comment utiliser des méthodes
méthodes innovantes pour enseigner dans un environnement simulé, à améliorer la confiance et les compétences des étudiants, ce qui est très important. Les deux intervenants ont souligné les avantages de la collaboration dans l'environnement d'enseignement et les avantages de l'implication d'équipes multidisciplinaires dans la formation des sages-femmes. Et pour aujourd'hui, il s'agit de l'étape 7, la dernière étape, mais il y en a qui disaient que ça devrait être la première étape. Donc, il s'agit de surveiller, évaluer, examiner et adapter. Et ça se concentre sur l'importance pour les enseignants de s'engager dans le processus d'examen et de réflexion sur le programme de formation des sages-femmes et ce qui doit être développé davantage. Nous savons tous que nous pouvons nous améliorer et que nos programmes peuvent être améliorés. Et donc, comment examiner nos programmes et les améliorer pour nos étudiants? Et comme je l'ai dit au début dans la série, à l'étape 2, je crois, il s'agit d'un processus continu. Ce n'est pas quelque chose qui se fait de temps en temps, séparé des autres activités. Tout le monde doit travailler à cette amélioration continue. Donc, je vais passer la parole à notre première invitée, qui est la professeure Atwa Gerisi, qui est une amie à moi. Et je suis chanceuse de la connaître depuis quelques années. Nous avons travaillé un petit peu ensemble. Elle est éducatrice et chercheuse de Tunisie, en Nord-Afrique. Elle se concentre sur la science et elle travaille à l'université depuis 1996 et elle a un doctorat de l'Université de Paris en 2003. Elle a fait également effectué d'autres recherches. Elle a de l'expertise dans le renforcement de l'éducation des sages-femmes en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Et elle a réalisé des programmes pour permettre cette amélioration. Donc, Aft, je vous donne la parole et parlons un petit peu de l'éducation des sages-femmes et du renforcement de cette dernière. Merci d'être avec nous ici aujourd'hui, Aft. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Nous allons commencer, Aft. Hier, lorsque l'on parlait, vous avez souligné la question de la langue lorsque l'on parle de la surveillance et de l'évaluation. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, je vais parler en anglais. Je pourrais parler en arabe. Je sais qu'il y a une traduction, mais je pourrais parler en français aussi. Donc hier, nous avons parlé avec Erin et il y a la difficulté des mots. La surveillance, le fait de surveiller les données n'est pas une difficulté. Nous avons donc le suivi en français, surveillance suivi, c'est un processus continu de la mise en œuvre à l'évaluation des programmes d'études des sages-femmes. Et l'idée est de vérifier l'adéquation des programmes d'éducation. Donc la difficulté concernant les langues, en arabe, on dit atahim, atahim. En français, on dit évaluation. Mais en anglais, on a assessment, on a evaluation et on a review. Et cela n'existe pas en arabe et en français, donc c'est une question d'objectif et de différence. Donc la distinction entre évaluation, ça dépend tout du processus d'apprentissage. Les résultats de l'évaluation, l'atteinte des objectifs et également la préparation des sages-femmes qualifiées afin qu'elles se sentent compétentes pour pouvoir pratiquer. Et lorsque l'examen englobe les deux termes. Quand on veut, par exemple, modifier le programme pour qu'il soit à la hauteur des niveaux internationaux. Donc, lorsque l'on parle d'examen, ça vient du ministère de Santé. Donc, c'est une question de perspective. Ça, c'est pour souligner les nuances, les différences entre les langues. Mais au final, on en revient tous à la même destination. Donc nous voulons tous la même chose au final. Et en anglais, on complique cela avec plusieurs mots. Oui, tout à fait. Donc je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que c'est important de surveiller les données parce qu'on veut s'améliorer.
Qu'est-ce que cela signifie, améliorer les choses dans le système d'éducation des sages-femmes? Pourquoi est-ce que c'est important de suivre, d'évaluer un programme? Surveiller, donc, c'est enregistrer les données de manière régulière pour s'assurer que l'on, atteint le programme d'apprentissage, que l'on réalise le programme d'apprentissage. Mais au final, ces données, nous donneront, une idée des performances des étudiants. Cela sera évalué par les stratégies d'évaluation également. Donc, par cette surveillance de suivi, nous devons savoir si nous avons atteint nos indicateurs. Et c'est une question de processus. Donc, les résultats que nous trouvons lorsque nous en les utilisons pour les évaluations. Et ensuite, nous pouvons savoir si on peut parler d'éducation de qualité. Donc, afin d'avoir cette qualité, il faut réfléchir et utiliser les données pour réévaluer. Allez-y. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer, s'il vous plaît, ce processus de manière et sur le plan de l'éthique, pour que ce soit clair pour tout le monde? Oui, c'est une très bonne question, Erin, merci beaucoup. Je pense qu'il faut rattacher tout cela au contexte. Parce que les questions d'éthique, on les connaît tous et elles peuvent avoir, une signification différente en fonction des contextes. Donc dans le contexte de nombreux pays, où je suis allée, heu, est lié à la philosophie de l'éducation. Donc la philosophie d'éducation, donne l'état d'esprit une idée de l'état d'esprit d'un pays. On peut trouver, des évaluations, des auto-évaluations, des pratiques, qui existent ou qui n'existent pas et donc si elles n'existent pas, il n'y a pas d'auto-évaluation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'esprit critique. Donc ce concept, le principe d'éthique, hem, n de neutralité n'existe pas vraiment et donc ça, c'est la plus grande difficulté, je dirais. Deuxièmement, heu, lorsqu'il y a une verticalité des systèmes, on ne peut pas penser on considère l'évaluation comme un contrôle, comme une inspection et on a peur des représailles, on a peur d'être puni, on a peur d'être jugé par nos pairs, lorsqu'il s'agit des enseignants. Donc la philosophie d'une évaluation participative est, heu, très faible dans la plupart des pays que j'ai visités. Et l'autre aspect concernant l'éthique, c'est la posture de, l'évaluateur. Lorsqu'on est évaluateur, on se sent supérieur et cela renforce, la la peur des personnes. On contrôle et on donne l'impression qu'on contrôle les gens et l'autre aspect, ce sont les étudiants. Les étudiants, ont peur d'être évalués. On dit souvent: «Donnez-moi une opinion, des enseignants». Même lorsqu'il y a une plateforme, bah, certains enseignants, heu, se sentent, menacés aussi, donc c'est difficile. Il faut tenir compte de cela. C'est difficile, mais on peut dépasser, cela. Ce que je voulais oui, donc je sais, parce que vous et moi, nous sommes rendus dans 2 pays pour évaluer les cours, les écoles ensemble et je sais qu'en tant qu'évaluateur, ça peut être facile, de dire aux personnes comment elles doivent s'améliorer. Il y a une sensation de puissance, de pouvoir. Donc les auto-évaluations Pour parler des auto-évaluations, il faut être, évalué de manière positive. Il ne s'agit pas juste d'une évaluation de ce qui doit s'améliorer, de ce qui doit être amélioré et pointer les gens, montrer les gens du doigt et se sentir puissant. Il s'agit de, renforcer ce qui est déjà une force aussi. Oui, c'est ce que je disais. L'évaluation, c'est la même chose, on ne peut pas tout changer. Ce qui doit être envisagé, c'est la manière dont nous, effectuons l'évaluation et souvent j'ai appris des écoles, que j'ai visitées. Donc c'est pour ça qu'une approche participative est fondamentale.
Et dans les principes d'éthique, il ne faut jamais promettre, il ne faut jamais juger, il ne faut jamais corriger. Parfois, ils savent ce qu'ils disent et la plupart du temps, ils savent ce qu'ils disent. C'est pour ça que l'approche basée sur les principes est cruciale. Il ne s'agit pas uniquement de dire oui, non, ce n'est pas noir ou blanc. C'est basé sur les principes. Il faut comprendre le contexte afin de pouvoir mettre des croix dans les cases euh, et voir les méthodes qualitatives, quantitatives, les différentes sources pour s'assurer que on est près de la vérité et de la réalité. Donc, il s'agit de méthodes quantitatives de collecte de données et méthodes qualitatives. Donc, qualitative, c'est plus concernant le contexte de ce que l'on visite. Et lorsque l'on met les deux choses ensemble, il faut parler avec quelqu'un et il faut faire preuve de respect et de compassion dans le retour, mais le retour doit être honnête, c'est ça? Oui, absolument. Le retour doit être honnête et cohérent, pertinent. Constructif également. Lorsque l'on dit quelque chose, comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? C'est par exemple, l'une des difficultés que l'on rencontre, c'est des problèmes de collecte de données. Et il y a des problèmes d'électricité. Et on veut qu'il y ait une plateforme électronique euh, qui soit excellente. Mais ces personnes ne peuvent pas. Donc, il faut comprendre ces difficultés, tenir compte de ces difficultés. Et je l'ai vu dans certains pays, que faire pour empêcher, le problème? Pour prévenir le problème, pour, éviter la perte de données. Donc c'est pour cela que l'empathie est très importante également. Et donc, heu, il y a des personnes qui se disent, «Bon, c'est super, moi je ne suis pas impliquée dans l'évaluation», mais tout ce que vous dites peut s'appliquer à la manière dont nous évaluons et nous parlons avec nos étudiants. Hem, je pense que tout ce que vous dites peut, être vu comme en tant qu'étudiants, nous devons, analyser les données, nous devons être impartiaux et ça pourrait être, mieux pardon, pour nos étudiants également. Oui et l'expérience de l'évaluation des programmes peut être, une bonne écoute, un bon message pour les enseignants. L'un de mes collègues qui était un étudiant, maintenant elle est doctorante, je pense qu'elle est là, qu'elle participe au webinaire et un jour elle m'a envoyé un message en me disant: «J'ai un problème, qu'est-ce que vous me conseillez?» Elle était étudiante à l'université, elle est devenue enseignante et elle revient, vers moi pour me contacter sur, hem et elle vient étudier la pensée critique entre les enseignants et les étudiants et elle demande aux étudiants, français: «Est-ce que vous pouvez, hem, heu, avoir des sessions d'observation?» Elle dit qu'il y a des difficultés dans l'observation des enseignants, parce que la plupart du temps, ils ne savent pas comment être évalués et elle m'a dit également qu'elle a reconnu, son conflit d'intérêts. Elle ne peut pas observer un enseignant qui enseigne le cours qu'elle a déjà elle-même enseigné parce elle ne sera pas objective, elle ne sera pas impartiale. Donc ça, c'est le type de difficulté que l'on peut retrouver et c'est un problème. On n'accepte pas d'être évalué, mais on évalue. Oui, j'ai, encore 5 millions de questions pour vous, mais malheureusement je dois, passer, au prochain intervenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Mais merci beaucoup Atf, merci d'être venu. C'est un plaisir de vous voir et j'espère qu'on se reverra bientôt. Merci. Et maintenant, je vais inviter, quelqu'un que tout le monde connaît, Fran McConville, qui était la première et la plus efficace, conseillère de notre organisation. Jusqu'en mars, elle était, au siège à Genève. Maintenant, elle est, au Royaume-Uni et elle travaille dans la région de Seattle.
Elle a toujours voulu soutenir les États membres pour améliorer l'éducation des sages-femmes pour toutes les femmes, les nouveau-nés et leurs familles. Et cela comprend le travail avec nos partenaires mondiaux pour soutenir la recherche, la défense, le renforcement des capacités et s'assurer que les voix des leaders euh, sont entendues. Et je voudrais ajouter que Fran vient de devenir grand-mère pour la deuxième fois et elle vient d'avoir un nouveau chien. Donc Fran, merci d'avoir pris le temps dans ces circonstances de nous parler du suivi et de l'évaluation. Merci, Erin. Oui, je peux y aller? Oui, je voulais juste dire quelque chose, mais vous pouvez parler parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. On a parlé hier et vous m'avez dit que vous aviez ces 4 points très forts et je vais les dire et ensuite vous allez les aborder. Et Fran m'a dit, lorsque l'on parle du suivi et de l'évaluation, il faut être motivé, il faut les adapter et il faut les suivre, ces données que l'on évalue. Donc, comment assumer cette question? Parce que les personnes ont peur d'être évaluées. Oui, je pense que ces points sont très importants. Donc, quel est l'objectif de l'évaluation du programme? Il ne faut pas juger, il faut prouver. Donc il faut apporter des points positifs parce qu'ensuite, c'est comme ça qu'on obtiendra le meilleur et je pense il faut s'éloigner de cette idée d'enseignement classique. Heu, il faut, assumer de manière positive ce que l'on fait et déjà je suis, impressionnée que ces 7 étapes soient devenues un webinaire pour plein de gens. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est, dans un dossier à l'UNFPA, c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer et pour les personnes au Népal, j'ai vu le magazine et vous êtes, en première page et il y a les, étapes, personne leur a dit, mais, ils ont pris l'initiative. Donc je pense que il faut, s'approprier cette étape et les appliquer. C'est très important. Ensuite, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera et nous sommes des sages-femmes et nous devons être fiers de ce que nous faisons et défendre notre cause et ne pas laisser quelqu'un d'autre le faire à notre place. Il faut faire preuve de leadership, en matière de suivi d'évaluation. Ça, c'est la première étape. Lorsque l'on conçoit un programme, il faut, établir des indicateurs qui existent déjà. Il faut mettre les indicateurs que l'on souhaite. Lorsque l'on conçoit ce programme, il faut dire les indicateurs que l'on souhaite avoir pour le leadership, pour les autres étapes également. Donc c'est dès le départ et il faut assumer cet aspect-là et dire ensuite comment est-ce qu'on peut s'améliorer la prochaine fois? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment améliorer le programme? Donc que ce soit vraiment simple. Vous avez mentionné aussi, le fait que cela puisse aider les financements. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus? Oui, heu, lorsque j'ai travaillé pour le programme d'aide du Royaume-Uni, j'étais donneur, j'ai travaillé, pour l'UNFPA, l'OMS et cetera et c'était toujours la même chose. Comment est-ce qu'on mesure cela? Comment est-ce qu'on mesure l'impact de l'éducation des sages-femmes? On s'en est bien sortis, parce que tout le monde a contribué et on a réussi à dire combien de sages-femmes ont été, formées, mais et alors? Qu'est-ce que ça nous dit cette donnée? Est-ce qu'elles sont employées? Est-ce qu'elles sont déployées en tant que sages-femmes? Est-ce qu'elles sont dans un environnement propice? Est-ce qu'elles font preuve de leadership? Est-ce qu'elles arrivent à faire, tout ce qui est inscrit dans les 7 étapes? Donc oui, on a des bonnes données, mais on est un peu, on en a un petit peu marre, on veut voir du changement. Surtout en matière de leadership, comment transitionner pour, appliquer cette nouvelle approche? Donc je pense que les indicateurs simples sont très utiles. On a eu des retours, de familles, de communautés et il faut trouver quelque chose, qui puisse leur montrer, lorsque l'on fait les programmes, que, ce sont les ministères qui ont le plus d'argent et ils comprennent les étapes. Moi, je les ai, étudiées, j'ai vu ce que l'on pouvait accomplir. Il ne s'agit pas juste de chiffres, de données, mais plus que cela. Et qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que chaque indicateur par an va coûter, tant ou tant d'argent, parce que c'est très facile de, fonder de financer un programme, un petit programme, mais je pense hem, il faut vraiment évaluer dans la complexité tous les programmes
et ne pas se perdre dans des dialogues interminables. Il faut suivre les programmes qui sont mis en place, voir, ces indicateurs simples et évaluer donc le coût de ces programmes et ensuite se demander si cela correspond à notre disponibilité et à la fin de l'année, regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ensuite voir, où l'argent doit être placé, doit être investi. Donc il faut simplifier et utiliser les 7 étapes, comme cadre, disant que l'on n'essaie pas de tout faire, mais on a besoin de plus de ressources pour continuer à utiliser ce cadre. Et donc on peut utiliser les documents internationaux comme celui-ci pour, nous renforcer et faire de nous-mêmes des leaders. Parce que moi j'ai ce plan d'action, je l'ai imprimé et je l'ai montré à mes collègues et souvent on me demande quelles sont ces étapes. Donc là, vous les avez dans, la fenêtre de discussion. Oui, c'est très important et tout le monde ne sait pas où elles sont, donc c'est important d'avoir le lien. Est-ce qu'on peut les adapter, les 7 étapes? Moi, je me dis: «Est-ce qu'il faut les suivre précisément? Il faut suivre tous les indicateurs précisément, il faut les adapter». Donc à l'OMS, je suis sûre que beaucoup d'entre vous étaient présents. Il y avait 200 sages-femmes à la réunion, de l'OMS, c'était incroyable. Mais, on était en train de mettre en place quelque chose d'international. Il y a beaucoup de personnes qui en ont fait de même et ensuite quand ça a été lancé dans l'assemblée de l'OMS avec tous les ministres. C'était, l'une des choses les plus populaires, qui se soit passées et c'était incroyable. Mais nous avons dû faire quelque chose qui était, mondial, qui était générique. Donc chaque pays, avait son contexte. Tous les pays étaient différents évidemment. Donc le leadership est différent en fonction des pays, les politiques sont différentes. Il faut adapter à, l'emplacement où vous êtes, en ce moment. Où est-ce que vous vous trouvez maintenant? Où est-ce que vous voulez aller? Donc les indicateurs dépendent de là où nous nous trouvons, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on veut être, à X, Y ou Z. Donc Cameroun sera différent du Nigeria et cetera. Il faut prendre les données, garder ces étapes, mais les adapter à là où l'endroit où on se trouve, notre pays. Mmh, il faut adapter, au contexte et plus on fait cela, plus ça va fonctionner. Moi, je sais, que bon, qu'on est très proactif en tant que sage-femme et enseignant. Mais, lorsqu'on est un petit peu plus haut dans l'échelle, c'est facile de juste parler, de ne rien faire. Hem, Comment est-ce qu'on peut éviter de parler des étapes, mais juste passer à la mise en œuvre? C'est difficile quand on ne l'a jamais fait. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas le faire seul déjà. Il y a beaucoup de personnes ici, mais, nous espérons que beaucoup de pays aient des groupes de travaux, pour les sages-femmes et s'ils n'en ont pas, il faut que ce soit développé, ce soit mis en place. Il faut essayer sinon de travailler avec les, gouvernements parce que parfois c'est difficile, mais pas seul. Il faut se rassembler, se coordonner et si l'OMS dit: «Nous allons le faire» et l'UNFPA dit: «Non, nous le faisons déjà», quelqu'un d'autre dit: «Non, nous l'avons déjà fait», l'ICM dit: «Mais non, nous avons fait cela». Personne d'entre nous ne peut faire ça et les ONG locales, heu, ne peuvent pas le faire seules. Nous avons vraiment peu de, ressources, donc il faut travailler ensemble. Il faut, savoir comment évaluer, davantage, mieux évaluer nos programmes, comment faire, de l'éducation de mon pays la meilleure éducation possible. Il faut se rassembler et c'est pour cela que, le leadership est la première étape parce que s'il y a un leadership fort, heu, il n'y aura aucun problème. Il n'y aura pas des groupes dans tous les pays, dans tous les quartiers, évidemment, dans toutes les installations. C'est vraiment à nous d'agir et je suis sûre que les personnes qui sont ici aujourd'hui sont d'accord avec moi. Hem, on se rassemble pour, voir heu, comment faire les choses, qui a les ressources, qui est doué, là-dedans, qui n'est pas doué et il faut, savoir comment utiliser nos ressources. Vous avez dit hier lorsque nous parlions que, si nous ne prenons pas la situation en main, quelqu'un d'autre le fera et donc il faut que nous soyons intégrés et responsables. Oui,
Lorsque nous faisons preuve de ce leadership, ensuite les ressources arriveront. On a peur que, personne ne prenne les choses en main et c'est intimidant, ça fait beaucoup mais si on divise les choses, on ne doit pas faire toutes les étapes entièrement tout seul, ça peut être que des parties. Donc si on prend un aspect de chaque étape, à exécuter, à mettre en place, ça pourrait être très positif déjà. Donc, il ne faut pas être intimidé par la perfection, il faut juste agir. Il faut essayer, il faut se lancer, choisir un aspect et le mettre en œuvre. Chacun, a un rôle à jouer. Ça peut être simple, il faut avoir un processus, il faut documenter, il faut effectuer le suivi et cetera et ça c'est déjà très positif. Il ne faut pas, voir cela comme une, opportunité de critiquer quelqu'un. Oui, si on veut atteindre quelque chose, un objectif dans 10 ans, il faut mettre en œuvre des étapes pour y arriver, mais ce ne sera pas parfait. Nous devrions, suivre, examiner, ces données, dans notre temps libre. Donc nous devons tous faire attention, à nous évaluer nous-mêmes. Il y a des moments où il faut, passer à autre chose. Nous savons c'est le moment de d'aller à l'étape suivante. Que des personnes vont nous remplacer et donc ce processus, passe d'un niveau individuel au niveau supérieur de, nos institutions. Merci Fran, c'était, fantastique. Vous êtes une personne incroyable. Merci à vous tous. C'était un plaisir de vous voir. Il y a plus de questions pour vous. Est-ce que vous pourriez répondre dans la fin de discussion si vous avez le temps? Merci beaucoup. Bonne chance à tous. Merci. Normalement, on essaie de répondre à des questions en direct, mais puisque nous avons plus d'invités aujourd'hui, on va pas, pouvoir faire ce que l'on a fait dans le passé. On va répondre au fur et à mesure et si on ne répond pas, on essaiera de répondre par mail. Passons maintenant à notre prochaine intervenante. Je souhaiterais vous présenter ma troisième intervenante, l'intervenante finale, Ferry Anita Wijayanti. Je suis désolée, je ne sais pas si j'ai réussi à prononcer votre nom. Vous la reconnaissez sans doute parce qu'elle a, fait un travail, au congrès, incroyable. Elle était une jeune leader lycéenne et vous verrez, pourquoi. Elle est également éducatrice, sage-femme et elle vient de commencer son doctorat. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Je sais que vous êtes très occupée. Et vous êtes au, Royaume-Uni avec Fran maintenant, pendant, les années qui vont venir, vous allez être au Royaume-Uni. Merci d'être avec nous. Je vais, passer, à la question tout de suite. Vous êtes une jeune, éducatrice, sage-femme très enthousiaste. Est-ce que vous pourriez partager, votre priorité dans, quelles sont les priorités pour l'éducation des sages-femmes de l'avenir? Tout d'abord, merci beaucoup de, m'avoir ici avec vous, de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être ici et je pense que lorsque nous éduquons les étudiants sages-femmes, la chose la plus importante, c'est comment créer, heu, un environnement respectueux et confortable pour les étudiants afin qu'ils puissent exprimer leur opinion de manière libre, exprimer leurs idées et également se, respecter les uns les autres. Si on fait en sorte qu'ils apprécient, heu, leur parcours éducatif, il faut également les préparer, à renforcer leurs, compétences et leurs connaissances cliniques en se basant sur les preuves. Je pense que c'est ce que je fais pour mes étudiants. Je prépare toujours du matériel, des documents avant d'enseigner et j'adore apprendre de nouvelles choses technologiques, des nouvelles compétences et j'encourage toujours mes étudiants à en faire de même. J'utilise également des, stratégies interactives, telles que des discussions, des récits d'histoire, des, simulations, des ateliers et cela les encourage et Et ça, leur permet de comprendre vraiment la matière que j'enseigne. Ça renforce leur participation active, ça améliore leur, pensée critique,
leurs compétences et l'application des principes basés sur les preuves dans les scénarios pratiques, en classe. Lorsque les étudiants peuvent, relier les connaissances théoriques aux aspects pratiques, du travail clinique, je suis sûre qu'ils seront en mesure ensuite de, d'être des sages-femmes, qualifiées et c'est vraiment un parcours très, très long et un processus complexe. Pas seulement, le parcours des sages-femmes, mais oui, je suis d'accord. Je voudrais revenir à, ce dont nous parlions avant, l'évaluation, le changement. Lorsque nous changeons la manière dont nous évaluons, ça c'est une évaluation personnelle. Lorsque l'on apporte de nouveaux matériaux, basés sur les preuves, ça c'est une amélioration, c'est un suivi de ce qui se fait dans le monde de la recherche et ça permet d'appliquer cela, d'enseigner à nos étudiants. Donc c'est important. Je vois dans la fin de la discussion, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'évaluation. Il faut, s'évaluer nous-mêmes et ne pas se pénaliser. On peut, améliorer, la manière dont nous faisons les choses. Je vais passer à un autre sujet. Est-ce que vous pourriez parler de la diversité culturelle et comment les sages-femmes peuvent adapter leurs soins, aux différents au contextes, pardon? Comment on peut changer la manière, d'effectuer les soins? Merci, c'est une super question. Les sages-femmes, lorsqu'elles se trouvent dans les contextes réels, elles doivent, prendre en compte les complexités, les différentes, situations sociales. Il faut être, compétent socialement pour, apporter des soins individualisés et moi, par exemple, j'ai vécu en Indonésie. C'est plus de, 17 000 îles avec, des cultures multiethniques et je dois rappeler à mes étudiants qu'il faut explorer, les cultures et les questions liées à la grossesse, hem, à la naissance, à la santé reproductrice, parce que nous sommes un groupe, vraiment diversifié en termes de pratiques et culturelles, pardon. Et Padang, par exemple, est une île, c'est là où j'ai travaillé et c'est également, hem, i c'est une île où il faut comprendre, hem, le système maternel. C'est important parce que la culture des pratiques peut avoir un impact sur la prise de décision médicale pour les mères et leurs enfants. Merci pour cela. Oui, c'est très important de fournir, les soins nécessaires aux personnes qui se trouvent en face de nous, pas juste que l'on a appris, mais ça, c'est individualisé. Hem, j'ai encore une question. Qu'est-ce que vous diriez aux nouvelles sages-femmes pour les encourager dans leur parcours? Vous nous avez donné beaucoup d'inspiration dans le passé, j'aimerais bien entendre ce que vous pensez par rapport à ça. Donc tout d'abord, je pense qu'il faut, heu, profiter du parcours. Le fait d'être une sage-femme, c'est quelque chose de très noble, de remarquable. Il faut s'assurer, hem, que l'on apprécie ce que l'on fait. Soutenir hem, les familles des mères également et ensuite surmonter les difficultés qui vont émerger dans votre pratique, on ne peut pas l'ignorer, il y a beaucoup de difficultés. Il faut utiliser ces difficultés comme une opportunité pour, s'améliorer, se renforcer. Merci beaucoup Anita. Vos mots me touchent profondément et j'apprécie vraiment. Toutes les sages-femmes doivent, heu, prendre ce conseil et l'appliquer. Merci d'être venue aujourd'hui et j'ai hâte de voir, ce que vous faites à l'avenir. Mmh, merci.
Normalement, il n'y a que 2 personnes, mais aujourd'hui, il y a une quatrième personne et je suis sûre que vous comprenez pourquoi. C'est un plaisir pour moi de, vous présenter Geeta Lal du siège de l'UNFPA à New York et c'est approprié qu'elle, conclue ce webinaire parce que c'est Geeta et Sarah Bazi du siège de l'FPA qui ont été les créatrices de l'initiative Amy et c'est grâce à leur travail que, Amy existe pour soutenir l'éducation des sages-femmes. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Geeta, et je suis heureuse de vous parler. Merci d'avoir participé. Geeta, alors, que nous touchons à la fin des webinaires, c'est, vraiment quelque chose d'important pour Amy. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu, de votre, ce que vous pensez des webinaires? Parce que vous avez participé à tous. Et où est-ce que l'on va aller maintenant? Merci de m'avoir invitée. Ça a été un, plaisir. Bonjour à tous. Bonjour à tous les participants, les modérateurs, tout le monde qui participe. C'était vraiment, une session captivante, avec tous les intervenants, Anita, Fran, vous également Erin et Atf. Tous les programmes que vous avez créés, c'est la mesure de la réussite. Comment adapter les programmes? Merci vraiment à tous. Je sais que c'est le dernier webinaire et je voudrais juste, partager mes impressions, ça va être très, court. Je voudrais vous remercier, Erin, tout d'abord et Felicity qui malheureusement, est malade. Merci d'avoir organisé ces séries, de webinaires sur l'éducation des sages-femmes autour des 7 étapes de, l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF. C'était vraiment une approche holistique, même si on prend quelques éléments de chacune des étapes, c'est, quelque chose qui va permettre de renforcer les programmes. Je voudrais remercier Bruna et Chisato pour leur travail acharné, pour la logistique, heu, pour, la communication et tous les partenaires également, je dois les nommer. Heu, la, Confédération internationale des sages-femmes, l'UNICEF, l'ENA, Liverpool School of Practice for Medicine, hem Burnett Institute et Momentum. Merci infiniment. Vous avez tous contribué à ces webinaires à travers votre motivation, la félicitations des intervenants. Merci à tous. Je sais que je voulais remercier aussi tous les intervenants, euh, des intervenants de l'AIME. Le partage de votre expérience a été vraiment très inspirant et vraiment, je voudrais remercier tous les interprètes également. Parce que si vous n'aviez pas été là, nous n'aurions pas eu, ce public mondial. Donc merci encore une fois et enfin, et c'est très important, je voudrais, remercier infiniment, ma collègue de l'UNFPA et Sarah Barzzi qui a, hem, dirigé la formation, de Amy. C'est vraiment, une question de vision, c'était une visionnaire, donc merci pour votre travail. Merci à l'Institut Burnett aussi. Nous continuerons, nos travaux. Merci, d'avoir permis ce partenariat. Je sais que c'était un petit peu long, mais, je devais, remercier tout le monde et si j'ai oublié qui que ce soit, je vous remercie du fond de mon cœur. Maintenant, brièvement, mes impressions, sur le contenu des webinaires. Je pense que c'était très, hem, détaillé et ça a mentionné tous les aspects. On ne peut pas parler de tout dans les webinaires parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais les points clés ont été mentionnés et cela montre vraiment la profondeur des compétences, des connaissances et de l'expérience. Donc il faut étudier ces points clés. Les 7 étapes, sont très importantes, il faut les utiliser et elles fournissent des informations sur, le renforcement des programmes d'éducation des sages-femmes.
c'est une approche basée sur les preuves et ce qu'a dit Fran, c'est il faut penser à la responsabilité, le fait de faire les choses ensemble. Il y a beaucoup de manquements dans l'éducation et la qualité des soins manque vraiment. On voit que 50% des écarts maternels sont liés aux soins, pardon, au manquement en termes de soins. Donc l'amélioration de la qualité de l'éducation est très importante. Je pense que si, ces 2 aspects sont étudiés, on aura vraiment, la possibilité d'améliorer, la santé des, mères et des nouveau-nés. Donc merci d'avoir participé, les, éducateurs ont participé. Ils ont posé des questions très intéressantes et merci, pour votre travail acharné dans la réponse aux questions également. Plus de 2000 participants, étaient présents. Il y a des vidéos YouTube et on voit également sur le canal YouTube que, il y a, une, consultation, acharnée des vidéos. Donc ça montre que ça a été très utile et informatif. Donc, les membres enseignants qui ont participé également sont nombreux. Donc il est important de continuer dans cet élan qui a, nous a amenés à créer cette alliance AIME. C'est une alliance qui n'est là depuis que 3 ans, mais elle est très importante et nous essayons de mettre en avant des connaissances, de réseauter et d'améliorer les programmes. Merci beaucoup, Geeta. Et je voudrais remercier, le public. Merci d'être venu, dans cette nous avons eu presque 3000 participants et beaucoup d'éducateurs ont été intéressés par ces discussions. Geeta, est-ce que vous pourriez nous dire, je sais que, Amy, soutient l'éducation des sages-femmes et s'apprête à lancer, le, curriculum, de, l'UNFPA et de l'ICM. Est-ce que vous pourriez m'en parler un petit peu? Oui, merci d'avoir parlé de cela. Je pense qu'il y a une diapo qui montre ces 2 ressources. Donc ça, c'est, vraiment ça a émergé des pays. Parfois, heu, nous avions des demandes pour une sorte de curriculum, de parcours basé sur les compétences et ces 2 programmes sont vraiment le résultat d'un travail acharné. Erin, je sais que vous avez beaucoup participé, félicité également, qui n'est pas là. Merci à tous ceux qui ont joué un rôle important là-dedans. Mais vous 2 en particulier, je vous remercie infiniment parce que c'est 2 ans de travail. Donc l'un de ces 2 parcours, c'est un échantillon qui, s'aligne sur toutes les compétences de l'ICM. Il y a des programmes de leçons incroyables avec des ressources à utiliser. C'est vraiment adaptable à votre, pays, au contexte de votre pays et ça donne une sorte de cadre. Lorsque vous les examinez, vous évaluez, vous pouvez utiliser votre cadre national, mais celui-ci est une référence. Donc beaucoup de pays utilisent d'autres outils, et le deuxième programme que vous voyez à l'écran, qui est générique, flexible et adaptable à votre pays, ou adaptable au cadre réglementaire, surtout de votre pays. Et donc il y a des options en ligne, des recommandations, pratiques. Il y a des documents, très intéressants, très utiles et ils seront utilisés dans les années à venir. Hem, Comme vous l'avez dit, tous les besoins sont pris en compte et cela, a émergé de toutes les demandes que nous avons obtenues. Donc ils sont enfin publiés.
Dans les offices régionaux de l'UNFPA, nous travaillons sur les traductions en arabe, français et en espagnol. Donc, j'espère que l'année prochaine, cela sera disponible dans vos langues. Juste une question de la part de Sarah. Elle vient de mentionner des chiffres de l'Institut Barnett. Au cours des années suivantes, il y aura une étude mondiale de l'éducation des sages-femmes pour entendre les voix des éducatrices les plus importantes dans le monde. Donc, euh, je vous invite à participer à ce futur programme. Oui, c'est très important. Je voulais d'ailleurs faire une pause. Je veux dire, j'ai hâte que ce programme sorte. Nous avons beaucoup travaillé. Et il faut utiliser les principes que Fran a mentionnés. Il faut vraiment se responsabiliser et adapter ces programmes à nos contextes. Maintenant, je voudrais que l'on reconnaisse qu'il nous faut plus de voix de sages-femmes et de recherche sur ces éducatrices. Et l'Institut Barnett va lancer cette étude. Et lorsque vous recevrez cet email, il faut répondre. C'est très important. Et si vous ne recevez pas l'email, il faut le rechercher parce que nous souhaitons obtenir plus de données. Si nous avons plus de données, nous pouvons avoir plus de financement, nous pouvons avoir plus de pouvoir. Et ça, c'est très important. Et l'idée de ces 7 webinaires, c'est de trouver des manières de le faire. J'ai encore une dernière question pour vous. Et je pense qu'il faut que ce soit court parce que nous avons encore des slides et des diapos pardon, après ça. Est-ce que vous pourriez nous parler des priorités clés pour les pays dans le renforcement d'éducation des sages-femmes? Merci, Erin. Pour moi, c'est il s'agit de l'éducation en service et l'éducation des étudiants. Donc, il faut renforcer les compétences et les maintenir pour la qualité des soins. Je suggère donc au pays de continuer à se concentrer sur les compétences et surtout les programmes en service parce que il faut qu'il y ait un développement professionnel en service qui soit reconnu par les conseils. Il faut investir dans les programmes de développement du corps enseignant à travers des programmes de mentorat, des programmes basés sur les compétences, la mise en pratique des compétences, au niveau des installations également et adapter les approches pour atteindre les contextes ruraux également, pas uniquement dans les villes. Quelles compétences sont nécessaires dans les zones rurales qui ne sont pas nécessaires dans les villes, en fonction des disponibilités des technologies, par exemple. Donc, il faut vraiment étudier toutes les approches pour rassembler rassembler ces programmes et offrir une éducation de haute qualité. Merci beaucoup. C'est un espace très riche en idées et nous allons le partager. Merci beaucoup, merci d'être avec nous aujourd'hui parce que ce que vous avez fait pour l'éducation des sages-femmes est impressionnant et je voudrais vous remercier infiniment. J'apprécie votre travail. Merci de nous avoir fait avancer. Nous ne serions pas ici sans vous aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un pardon, toutes les personnes qui étaient dans les webinaires recevront un email avec cette étude. Si vous êtes dans la liste, vous allez recevoir un mail. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Je vois qu'il y a des partages, beaucoup de personnes qui vous remercient. Merci encore, Gita. Avant de finir, je voudrais vous dire que, bien que nous soyons tristes qu'il s'agisse du dernier webinaire, nous allons continuer avec une autre série de webinaires. Nous avons fait des recherches sur les centres de naissance dans les pays à faible revenu. Et nous allons présenter une série de 5 webinaires qui vont voir ce qui fonctionne et pourquoi, et comment établir et mettre en œuvre des centres dans les pays à faible revenu. Nous allons partager des réflexions d'une étude mondiale qui a travaillé en couvrant 4 pays: Bangladesh, Pakistan, Afrique du Sud et Ouganda.
Donc, assurez-vous que vous inscrivez et que vous aurez la possibilité de venir et d'en apprendre davantage, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre par rapport à votre profession. J'espère que nous vous verrons la semaine prochaine à la même heure. Il y a des liens qui seront disponibles dans la fenêtre de discussion. J'espère que tout le monde pourra continuer à nos côtés. Merci à tous d'être venus. C'était un plaisir de vous voir. Merci de la part de Felicity Copeland, qui est très triste de ne pas pouvoir être là. Je voulais juste vous remercier pour votre participation, pour votre enthousiasme. Et merci à tous d'avoir pu vous engager auprès de nous, d'avoir posé vos questions incroyables. J'ai énormément appris pendant ces séries et nous vous félicitons pour votre engagement à renforcer la qualité de la formation des sages-femmes dans vos pays. C'était un plaisir de vous voir. Vous allez me manquer. J'espère vous voir la semaine prochaine dans le webinaire que nous avons organisé. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée.